Bonjour, bonjour et bienvenue à tous les audacieux qui osent prendre le contrôle avec nous sur Reflet TV. Je suis Meïta Traoré, votre guide intrépide à travers les méandres de l'actualité, du divertissement et de tout ce qui se trouve entre deux. C'est ce qui nous emmène aujourd'hui, on s'entremêlera et on aura aussi des idées qui prendront vie avec des invités qui deviendront certainement des légendes. Alors attachez vos ceintures, bye bye à la monotonie et préparez-vous à plonger dans le tourbillon du rire, des surprises et des discussions enflammées. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, nous ne subissons pas le flux, nous le créons. Installez-vous confortablement, l'aventure démarre maintenant. Merci de nous rejoindre comme vous le faites d'ailleurs tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 11h30 sur le canal 208 du bouquet Canal+, ainsi que la TV d'Orange, la TV de MTN, notre page YouTube et surtout notre page Facebook Reflet TV. C'est un plaisir inouï de vous retrouver, de vous savoir de l'autre côté de la caméra en train de nous mater. Alors rapidement, un gros coucou à mon équipe. Bonjour. Bonjour Meïta. Tu vas bien, Olivia? Oui, très bien réveillée? Oui. La soirée s'est bien passée? Oui. Ça se voit, ma chérie. Maintenant, on a commencé le sport. Ah bah dis donc, on est mal barré. Hein. Très mal barré. Alors, Stéphana Sadou, croisé. Mais ça... Ah, on est en Chine aujourd'hui. T'es devenu bouddhiste? Ching chong ching. Ben voilà, il est égal à lui-même. Lui, c'est Stéphana Sadou, comme vous le savez, a.k.a. Fanas du 3e millénaire. C'est bien ça? Bientôt, je vais migrer dans le 4e millénaire. Ça va mal se passer pour moi. En tout cas, moi, je sais pas, j'ai les inspirations comme ça. Peut-être qu'un jour aussi, 5e, Acradioscope. 4e, 5e, 6e. On va faire un cardioscope parce que là, ça va se passer. Bah, écoutez, on n'est pas seul sur notre plateau. Nous avons une personne, ma foi, de renom, de poids, de taille et franchement de force de persuasion. Il s'appelle, vous le connaissez certainement, habitué donc des shows télé, c'est Jean-François Yoman, qui est donc président du réseau international des coachs éthiques de Côte d'Ivoire et bientôt à l'international. Vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. C'est une prophétie. Voilà, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Il est d'une telle douceur, d'une senteur et vraiment, il est posé. Il a un aura, il dégage quelque chose, franchement. On le voyait déjà à la télé, mais le voir en personne, c'est quelque chose. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé et j'espère qu'on passera un moment qui va refléter ce que nous avons à l'intérieur de nous. Il ne faut pas pour moi l'avoir reflété, c'est pas pour tout le monde qui doit refléter ici. Écoutez, installez-vous confortablement parce qu'on démarre l'aventure sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Waki. Eh bien, on va parler aujourd'hui du rappeur Kanye West qui maîtrise le buzz comme sa poche et qui fait beaucoup parler de lui, surtout à travers des polémiques. Parlons de son concert, celui qu'il a effectué en France en février dernier. Pourquoi tu ris déjà? Laisse-moi terminer. Tu veux pas terminer ça là? Non, sérieux. Excusez-moi, il a servi salité aux jeunes. Ouais. Non, mais sérieusement, je dis ça, je dis rien. Non, mais justement, vas-y, pourquoi pourquoi on revient dessus? Parce que moi, je me dis, c'est un coup de génie. Un quoi? Oui, pour moi. Bon, écoutez, Salité, donc l'Accor il a Arena servi de aux Bercy est une salle dont la configuration tourne autour de 20 000 places, à l'inverse de Beyoncé l'année dernière ou DJ Snake en 2025, qui ont rempli le Stade de France en quelques minutes. Hier, ou encore Kanye a fait une annonce tardive sur ses réseaux sociaux et le prix des places variait entre 90,50 € et 200,50 €, tous épuisés. Seigneur. Alors, l'artiste n'a pas commencé ou n'a pas annoncé un concert, mais plutôt un concept, The Listening Experience, soit une expérience immersive unique en présence de l'artiste. Une expérience d'écoute. Sur le site de Bercy. Et ce n'était pas un concert à proprement parler, puisque Kanye West était en cagoule, il n'a pas chanté. Il n'a pas parlé. Il n'avait même pas de micro. Il s'est contenté de diffuser l'album sur des écrans géants accompagné du rappeur Ty Dolla $ign. Donc, ils ont fait une session d'écoute pendant qu'ils dansaient tous les deux.
Et pendant le concert, pendant l'expérience, parfois il s'allongeait au sol, il faisait des gestes ou il ne faisait rien du tout. Et à la fin, il a retiré sa cagoule pour assurer le public que c'était bien lui qu'on voyait faire tout cela pendant 2 heures. D'accord. Donc cet événement a dérouté certains fans. Il a divisé la toile et a créé une énorme polémique, comme chaque fois que Kanye West fait quelque chose. Certains disent qu'il est allé trop loin dans le foutage de gueule ou dans la provocation. D'autres, par contre, affirment que c'est du génie maléfique de marketing. Parce que si on fait le calcul, il a vendu des dizaines de milliers de places très chères. Il n'a pas eu à chanter une seule note. Il a profité d'une promotion complètement gratuite sur les réseaux sociaux de la part des téléspectateurs, puisqu'ils ont tous publié ce grand concert qui les a choqués. Ils étaient fâchés. Et puis, il y en a d'autres qui disent que c'est juste génial parce que c'est un futuriste, voilà, qu'il a montré ce que seront les concerts dans le futur, voilà, puisque maintenant on observe des concerts chers, visuels, filmés et même parfois des hologrammes dans des concerts. Et donc la question, ou bien les questions qui découlent de ce concept, de ce foutage de gueule, tu veux dire est-ce que les autres artistes vont suivre son exemple? À quoi vont ressembler les concerts du futur? Ou encore, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Vous y répondrez tout à l'heure. Mais juste avant de terminer le JT, j'ai vu une vidéo sur Facebook que j'avais envie de partager avec vous. On la regarde et puis on revient tout à l'heure. Moi-même, je serais actionnaire. Tout mon salaire, je vais investir dans voiture. Non, mais je pense que c'est un montage. Non, mais ce n'est pas un montage en tant que tel. C'est pour montrer un peu à quoi ressemblerait ou à quoi ressembleront les voitures dans le futur, puisqu'il y a trop d'embouteillages et tout le monde se plaint des embouteillages. Bon, on n'a qu'à acheter des jets. Non, on va commencer avec les gens de Bingerville. Pourquoi Mais parce que chez eux, il y a toujours Mais tu sais, avant Bingerville, il y avait Yopougon, hein, et il y a toujours Yopougon. Bon, ils ont fait leur pont, ça va un peu. Bah non, c'est pas encore actif. Hein. Ça va aller un peu. Bon, c'est pour Bingerville qui est grave parce que la voie est très étroite. Et puis c'est une seule voie pour aller à Bingerville. C'est bien, je vous conseille cette voiture-là. C'est terminé. Pour ton JT. Yeah. Bah, ça fait que commencer pour nous, parce qu'il y a trop de choses à dire sur le concert de Kanye. C'est mon idole. Non, mais c'est abusé. Au fait, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça date d'il y a une semaine et tout, mais quand je l'ai vu, je dis, mais attends, jusqu'où est-ce qu'il va pousser le foutage de gueule? Tu imagines un peu, genre, je dis n'importe quoi, tu prends Didi ou encore Yodé et Siro qui font un concert, et puis ils disent que c'est une séance d'écoute et tout ça, on se déplace, pendant que la chanson passe, ils sont en train de danser, et puis il ferme sa tête en plus. Non, mais aucun respect. Et c'est après, à la fin, maintenant qu'il montre, je suis sûre que sous sa cagoule, il devait se marrer de rire. Il devait se tordre de rire. Il devait se dire, vous n'avez rien vu encore. Non, attendez, mais il n'a pas dit que c'était un concert. Il a dit c'est un concept, une expérience. Quand tu réagissez sur la question, je pense non, mais coach, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui, c'est un concept qui s'appelle la disruption. En fait, on a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Puis, au bout d'un moment, on a un fonctionnement qui coupe vraiment avec ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Je pense que ça cadre avec le thème qu'on voudra aborder. Casser la routine, c'est aussi ça parfois. Donc, avoir une façon de concevoir les choses, de les faire, et puis à un moment donné, d'estimer qu'on veut faire quelque chose de différent. Et je pense que c'est un génie du marketing. Simplement, ce monsieur-là, il transforme l'expérience des concerts en quelque chose de complètement révolutionnaire. Mais c'est ça aussi. Concert seulement, coach. Son habit même est révolutionnaire. Voilà. Son concept, sa perception de la vie, mais tu vois, tous les jeunes, les Samuel derrière la caméra, ils sont les Romuald là. Ce sont les jeunes de Kanye. Très avant-gardiste et voilà, en avance sur son temps. Ouais. Mais vous pourriez payer, vous, pour aller voir un artiste se produire de la sorte? Après, pour le travail qu'on fait, on a beaucoup d'agilité. Parce que si vous voulez vraiment accompagner des gens, les aider si on accompagne le changement, etc., on ne peut pas être soi-même rigide, voyez, ou psychorigide. Donc oui, parfois, pour accompagner, pour aider les couples à changer de routine, il faut pouvoir s'adapter. Et donc oui, bon, c'est quelque chose que j'aurais expérimenté. Ouais. Tant que ça aligné à des valeurs. Ticket à 200 € là, je peux payer pour aller s'asseoir. Je suis tombée sur une vidéo de lui aussi où il devait spotter quelqu'un dans la chanson. Et on parle pas. On lui dit, faut dire tel nom. Il dit non, c'est pas son nom. Il dit, pourquoi tu veux compliquer les choses? Pourquoi tu veux compliquer les choses? Il dit, légal. Mais
hausse de mots. Mais lui, Là, c'est quelqu'un. Moi, c'est ma lui, star. il pourra pas C'est ma se taire star, pendant 2 c'est mon heures. artiste Il va préféré. forcément dire quelque chose. C'est mon artiste trouve la préféré. star. Bébé sans hausse de Oui, mots. ouais, en tout cas, il a montré qu'on peut quitter Amman et puis se retrouver à Paris. Sans rien faire. Non, pas pourquoi. Il a quelque chose. Il a quelque chose de spécial en lui, moi, je Je crois. dis, moi, non, vous savez, au prix, j'étais assise devant lui. Et j'étais en train de faire mon snap. Il est derrière, comme ça. Dans ton snap. Oui, je remets mon snap. Il est derrière. Je remets mon snap. Et je me dis, ah, Tonton, c'est quoi? J'ai arrêté le snap. Donc, à un moment, quand on dit révélation coupée de Belam Koul, on dit révélation coupée de Kalem Malaya Kouf, me dit, oh, il s'est levé, il est parti. J'ai dit, tout le monde était. Il s'est levé, il est parti. Il est parti. C'est lui qui devait sur être le plateau. Sur scène. Oui, oui, il est parti. Il était assis derrière. Je dis, c'est pas possible. Comment? C'est pas possible. Bon, c'est une Bon, grosse c'est pas star, le sujet du jour. C'est une grosse C'est pas star. le sujet du jour, mais bon. Pour dire que Kanye, certes, c'est un génie marketing et tout ça, mais moi, non. J'allais porter plainte. Pourquoi? Mais il tu n'a as pas dit dit que c'était un concept. concert. Non, tu as dit concept. Oui. Non, mais non. Faut nous prévenir qu'on s'en va pour te regarder. Mais il Faut dit- que ça soit clair, Il au dit, fait. vivez une expérience. Il est dans le En fait, futur. hein. C'est une les, expérience c'est les d'écoute. réactions, c'est les réactions sur les réseaux qui m'ont tordu de rire. Au fait, tu vois, les Américains quand ils parlent anglais, ils sont pas contents. Ça faisait trop rire. Ils étaient vraiment, vraiment pas contents. Et tout le monde a relayé l'information. Et En c'était tout cas, une pourquoi? grosse Parce pub. que les gens s'y attendaient pas du tout. Exactement. C'est-à-dire que quand ça a commencé, ils se sont dit bon, c'est l'interlude, on va y arriver. Au bout de 5-10 minutes, d'accord, ça commence à faire long. 15 minutes, 30 minutes. Non, attends, non, c'est pas possible. Mais peut il a pas. déballé tout Deux- son album. Oui, hein. 200 balles pour ça. Non, il peut pas nous faire ça. Il n'a pas le droit. Et ça a commencé à relayer sur les réseaux, comme quoi c'est abusé, comment est-ce qu'il peut faire ça, il a aucun respect pour ses fans, et patati et patata. Mais moi, si j'étais là-bas, ça allait mal se passer. Bah, il est bon, hein. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Je pense que Kanye West corrobore parfaitement cette assertion. Parce que chacune de ses sorties, moi je pense que chacune de ses sorties est millimétrée, est calculée. Il fait rien au hasard. Mais Et sa puis, chérie c'est n'était pas un là? Génie. Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que toi, j'étais là-bas? J'étais là-bas. Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Tu étais là-bas? Elle était J'étais là-bas, là-bas. toi aussi. Oui, Ah c'est bon? comme Olivia. C'est refait. Aucun respect. Tu étais là-bas, hein. Oui, je suis pas n'importe qui. Ah, d'accord. Allez, on a terminé donc pour ce JT des faits divers. Merci de rester connectés. Toujours à la 208 du bouquet Canal+. À présent, nous passons au sujet du jour. Sujet, ma foi, très intéressant et d'actualité. La routine tue-t-elle l'amour? La routine tue-t-elle l'amour? Je pense qu'il y a pas mal de foyers qui la vivent en ce moment. Et ça serait le lieu à présent d'apporter certaines solutions ou certaines réponses à pas mal de personnes. Donc vous restez avec nous, d'autant plus que nous sommes avec le coach Jean-François Youman, qui, je le rappelle, est coach éthique. Sur ce, on se dit à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une émission qui va secouer vos certitudes et réveiller vos cœurs endormis. La routine tue-t-elle l'amour? Nous plongeons aujourd'hui dans les méandres des relations, là où le quotidien peut parfois étouffer la flamme passionnée qui nous a initialement unis. Est-ce que la répétition des jours ternit l'éclat de la romance, ou est-ce que la routine peut en fait renforcer les liens du couple? Attachez donc vos ceintures, car nous allons explorer les hauts et les bas de la vie amoureuse, défier les clichés et peut-être même découvrir quelques secrets pour raviver la flamme. Préparez-vous donc à être bousculé, ému et peut-être même inspiré, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des questions les plus profondes de l'humanité. La routine, cette compagne parfois redoutée, est-elle vraiment le fossoyeur de l'amour? Et pour ce faire, nous avons un coach de renom pour étayer donc les opinions. Il s'agit ici de coach Jean-François Youman, qui est chairman, CEO et coaching éthique. Rebonjour coach. Bonjour Meita. Et Très belle re-bienvenue. introduction. hein. Oh merci, c'est Très gentil. très belle introduction. Merci. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. C'est aimé, gentil, ouais. coach. Alors, on va permettre aussi à nos concitoyens de pouvoir s'exprimer sur le sujet à travers un micro-trottoir. Et puis, juste après, on reviendra pour débattre du sujet. Déconnectez pas. Est-ce que la routine tue-t-elle l'amour? Selon moi, je pense que la routine tue l'amour parce que dans une relation, souvent il faut innover. Voilà, il ne faut pas faire toujours les mêmes choses. Souvent, tu peux sortir ta chérie, les petites détentes, voilà, lui faire découvrir de nouveaux coins. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. En tout cas, moi, mon avis, c'est ce que je pense. Ce genre de petits loisirs là renouvelle l'amour pour vous. Effectivement, ça réanime la flamme.
Voilà, ça ranime la flamme. Donc, il faut souvent sortir avec madame, ne pas toujours rester à la maison, les mêmes trucs. Non. Finalement, ça finit par te lasser. C'est lassant, en fait. Ouais. Pour toi, là, est-ce que la routine tue l'amour? Oui, effectivement, pour moi, la routine tue l'amour. Pourquoi ça tue l'amour? Parce que bon, je peux dire qu'au fait, au début de relation, on peut essayer des trucs. Comme quoi, tu vas me dire, toi, tu aimes faire telle activité, moi aussi, je te propose l'activité que j'aime. Cette semaine, on propose que quoi? On va essayer un truc que toi, tu aimes. Bon, et la semaine prochaine, on essaie un truc que moi, j'aime. Bon, au fait, la première fois, ça paraît nouveau. Mais en quelque sorte, ça devient un peu comme une habitude. C'est-à-dire, à force de répéter à chaque fois les mêmes choses, ton conjoint ou ta conjointe peut se lasser. Pour dire quoi, il a envie d'essayer d'autres trucs, mais toi tu es toujours dans les mêmes trucs, donc la personne ne trouve plus le même plaisir en pratiquant les mêmes choses. Donc en ce moment, s'il y a un pointeur, ou bien comme on le dit généralement, un pointeur ou quelqu'un qui fait la cour à ta conjointe, qui lui propose des nouveaux trucs comme quoi, aujourd'hui allons visiter le musée des temps, ou allons à la plage, allons faire d'autres activités. Donc elle va se trouver plus intéressée du côté où on lui présente de nouvelles choses, plutôt que toi, elle va te voir comme bon, quelque chose de passé, bon, vous faites toujours les mêmes choses, les mêmes trucs, elle prend plus le même plaisir, bon, tout ça aussi. La routine tue-t-elle le couple ou bien la routine est-elle un tue-l'amour? On en débat aujourd'hui avec notre coach, notre invité. Surprise pour certains et je pense que ce sera une révélation télévisuelle pour d'autres. Il s'agit ici de coach Jean-François Yeumans. Je vais me blesser. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être trop d'excitation, d'émotion. sait-on jamais. Alors, coach, je souhaiterais savoir comment est-ce que vous, en tant que coach, définiriez la routine au sein du couple? Puisque c'est de ça qu'il est question. C'est un exercice difficile auquel tu m'invites. Alors, pour définir la routine, déjà, il faut regarder dans le mot routine, il y a une substance, c'est le mot route. D'accord? Donc, on va dire de la routine que c'est un chemin par lequel on passe pour agir, pour penser, pour faire ou ne pas faire certaines choses. Donc, c'est une création d'habitude. C'est quoi l'habitude? L'habitude, c'est la répétition de faits sans discontinuité. Donc, on commence à développer une façon de faire, une façon d'être, une façon de parler qui, au fil du temps, devient comme un comportement. D'ailleurs, on dit que l'habitude est une seconde nature. Voyez? Tout à fait. Donc, effectivement, la routine perçue comme ça peut ne pas être forcément négative. L'humain se construit sur des bases de routine. Tout à fait. Voyez, il y a des attitudes qui nous aident au quotidien, par exemple, se réveiller tous les jours à la même heure. Se laver. Ça vous permet d'être à l'heure, par exemple, sur le travail, etc. Donc, cette routine-là n'est pas mauvaise. Tout à fait. Les routines comme, par exemple, visiter des personnes qui vous sont chères, aller faire un week-end, par exemple, voyez, ce sont des habitudes que vous développez qui se font dans un timing bien précis et qui apportent de la qualité, de la saveur à la vie. Vous voyez, il y a des routines qui sont positives, super positives, comme, par exemple, retrouver toujours une personne là où elle doit être. Si, par exemple, le bus change d'habitude tous les jours en termes d'horaire, vous voyez, ça déprogramme Tout à fait, votre toute vie. une journée. Vous voyez, si les prix changent à tout moment, on ne se retrouve plus. Donc, il y a des routines qui sont positives. Généralement, on va donner une connotation négative à la routine parce que derrière, ça va susciter de l'ennui. À quel moment la routine va devenir dangereuse? C'est quand elle suscite de l'ennui. Il n'y a plus d'entrain. Il n'y a plus de vie, on ne sent plus les choses. Les choses deviennent machinales, elles deviennent mécaniques. À ce moment-là, oui, la routine peut devenir un danger si on y prend garde. Et donc, si on ramène ça dans le contexte du couple, on va comprendre à quel moment la routine va survenir et comment justement prévenir cette routine-là pour éviter qu'elle soit, comme tu l'as dit dans ton introduction, une compagne meurtrière. Tout à fait. Et c'est quoi le type de routine dans le couple qui peuvent être la compagne meurtrière? Alors, ça peut paraître banal, mais il y a tout type de routines qui peuvent s'installer dans un couple. Alors, commençons peut-être par les routines comportementales. Parce qu'on va classer au cours donc de mon propos la routine sous plusieurs phases pour comprendre en fait qu'il peut y avoir dans un couple certaines routines et ces routines-là peuvent devenir hyper dangereuses. Alors, la routine comportementale, c'est l'ensemble des comportements qu'on a eu l'habitude d'avoir et qui, au bout d'un moment, deviennent lassantes, deviennent ennuyeuses pour l'autre. Par exemple, vous voyez, une routine comportementale, c'est le fait de ne pas prêter vraiment attention à ce que l'autre nous dit.
Donc, au moment où l'autre est en train de nous parler, on est occupé à faire autre chose. Sur son téléphone, par exemple. Sur son téléphone ou sur un écran où on est en train de regarder, par exemple, cette émission, etc. Donc, on ne va pas accorder toute son attention à l'autre et la personne en face de nous, le conjoint, peut finir par s'habituer à cette façon de faire et donc, du coup, ne plus, en fait, attendre de vous que vous lui donniez toute votre attention. Le problème avec ça, c'est qu'on peut vous partager des informations importantes à côté desquelles vous passez parce que vous n'avez pas eu toute votre attention. Et donc, des fois, vous vous surprenez à voir l'autre agir ou faire certaines choses et vous vous dites, mais à quel moment? Je t'en avais parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Ça, c'est comportemental. Il y a des attitudes également dans le couple qui tentent finalement à être perçues comme une sorte de façon de prendre la tête à l'autre. Vous voyez, par exemple, la personne a besoin de savoir votre avis sur comment elle est vêtue, et puis vous avez une attitude envers elle qui fait qu'au bout d'un moment, elle s'habitue à ne plus avoir besoin de votre avis pour faire certaines choses. Ça, c'est comportemental. Vous voyez, vous ne vous rendez pas compte que progressivement, votre comportement a fini par changer l'autre en une personne qu'elle n'était pas au départ. Et vous allez vous rendre compte que au moment où vous attendez d'elle qu'elle réagisse de telle ou de telle façon, elle ne peut plus le faire parce qu'elle s'est habituée. Vous avez installé une routine. Vous voyez que ce genre de petite routine-là ne tue pas tout de suite le couple, mais change le comportement. C'est ce qu'on appelle éroder, c'est-à-dire tuer progressivement. Exactement. Donc, vous voyez que, en fait, ça, c'est lié au comportement. C'est-à-dire que j'observe qu'il y a un comportement que j'avais au début de la relation, que je n'ai plus aujourd'hui, et qui fait que j'arrive, en fait, à continuer à gérer la relation. Parce que si je veux rester sur mon mood de départ, ça va être toujours des disputes. Des disputes, c'est ça. Toujours au niveau comportemental, je sais, par exemple, que j'ai un partenaire qui n'aime pas faire des feedbacks. S'il a bien mangé, on ne sait pas. Si elle a aimé tel ou tel cadeau, je ne sais pas. Cependant, s'il y a quelque chose de négatif, le partenaire aura tendance à revenir là-dessus. Donc, au bout d'un moment, on va entendre des expressions comme ça me glisse là-dessus, oh, je suis habitué, etc. Je suis habitué veut dire que je commence à développer une routine comportementale. On entend ça, on est fatigué de pour toi alors. Exactement. Toujours la même Donc, chose. toutes ces attitudes-là montrent qu'il y a une routine qui est en train de s'installer, mais qui n'est pas une bonne routine, puisque ça nous change en quelqu'un qu'on ne voudrait pas forcément être. On n'a pas choisi d'avoir cette façon de se comporter, mais c'est un peu comme une sorte d'écran qu'on place ou de carapace qu'on développe pour éviter que l'attitude de l'autre ne nous fasse mal. Donc ça, c'est comportemental. Il y a des routines qui sont des routines sentimentales. OK, là, c'est quoi la routine sentimentale? Je veux comprendre. C'est lié au sentiment. C'est lié au sentiment. Alors, il faut savoir que des fois, dans le couple, on peut arriver à un stade où on ne sent plus, ou on ne sait plus si on aime ou si on n'aime pas, ou si c'est l'habitude, en fait, d'être avec la personne. Souvent, coach. Hein, ça arrive. Ça m'arrive souvent. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, tu ne sais plus si c'est parce que tu aimes la personne que tu es disponible ou si c'est parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble que, bon, tu fais les choses, par exemple, s'embrasser les matins. Ça devient comme, en fait, un truc qu'on doit faire, une cage qu'on coche, en fait. C'est machinal. Donc, on fait un bisou, mais est-ce que ce bisou, on le ressent? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable, par exemple, dans notre journée? Appeler l'autre, par exemple, pour prendre de ses nouvelles, au bout d'un moment, ça devient un peu mécanique, en fait. De sorte que on peut ne pas le faire et ça nous donnera le sentiment de culpabilité plutôt que le sentiment de manque. Donc, dès lors que je développe un sentiment à l'égard de mon conjoint ou de ma conjointe et qui est un peu comme l'expression d'un « je dois »,« il faut », ça devient une routine sentimentale. Donc, c'est un sentiment, en fait, qui, à la vérité, est là pour faire fonctionner, mais ce n'est pas quelque chose que je ressens au fond de moi-même. Vous voyez? De sorte que dans la routine sentimentale, on va développer des sentiments pour l'autre qui sont un peu de l'ordre de ce que j'aurais eu comme comportement ou comme sentiment, pardon, pour n'importe quelle personne dans cette situation. Ce n'est pas spécialement parce que tu es ma femme ou mon mari, mais ce sentiment-là, je l'aurais développé pour n'importe quelle personne dans cette situation. De sorte que la personne peut être, par exemple, malade. La personne peut être pas bien dans sa peau et te dire qu'elle ne va pas bien et tout de suite, c'est est-ce que tu as pris des médicaments? Est-ce que c'est ça que la personne attendait? C'est peut-être de la compassion, c'est peut-être dire oh ma chérie, vraiment, viens, je te prends dans les bras, etc. Mais au bout d'un moment, on ne ressent plus ça. On a le sentiment que l'autre
est en train de forcément nous embêter voilà, qu'est-ce que tu veux encore? Donc, comme on ne peut pas exprimer qu'est-ce que tu veux encore, donc on va être sur des choses un tout petit peu mécaniques. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment malade? Etc. Parce que dans la tête, on a le sentiment que l'autre fait ça en fait pour nous pourrir quelques secondes de vie, etc. Donc, il y a des sentiments auxquels, si on y prête garde, vont devenir en fait une sorte d'anticipation. C'est comme si on pensait à la place de l'autre, mais sauf que cette fois, on se gourre. Parce que ce n'est pas forcément comme ça que la personne, en fait, voit les choses, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Et puis, il y a la routine qui s'installe aussi dans la sexualité. Ça, c'est la partie de Stéphanas, là. OK? Attends les jumeaux. Il y a la routine qui s'installe dans la sexualité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut faire très attention entre la sexualité de reproduction et puis la sexualité de satisfaction. La sexualité de reproduction, je n'ai pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Si je copule, là, voilà, il y a un coït, il va y avoir éjaculation, les spermatozoïdes vont aller rencontrer les ovaires, tac, 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 mécanique. C'est ça, on on fait va ça accoucher. comme ça. D'accord? Ça, c'est au village avant, Ce que je veux dire, c'est maintenant. qu'on ne se rend pas compte, mais au bout d'un moment de vie commune, la sexualité dans le couple devient comme un « il faut » aussi. Vous voyez que j'utilise beaucoup l'expression « il faut ». Il faut. On le fait plutôt Parce par que chaque devoir. fois qu'on le fait par devoir conjugal, d'ailleurs, pour ma part, c'est dangereux d'évoluer dans un couple sur le concept de devoirs conjugaux. Pour moi, la sexualité dans le couple est l'expression de l'amour qu'on a. Si j'aime une personne, c'est mon épouse, je lui manifeste mon amour par la qualité du rapport sexuel qu'on a. De sorte qu'un rapport sexuel est un mode d'expression. Je fais l'amour. J'aime quelqu'un, j'ai de l'amour pour quelqu'un, je fais l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que cet amour que je ressens pour la personne devrait pouvoir être transmis par l'acte sexuel. Maintenant, la question que je pose, est-ce que chaque fois qu'on a des rapports, on transmet ce message-là? Chacun se cherche en vidéo. Vous voyez? Parce que non, des fois, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, peut-être que l'autre va mal prendre. Ou des fois, on est dans une relation de couple où si je ne le fais pas, peut-être qu'il ira voir ailleurs. Ou bon, si je ne le fais pas pendant telle période, elle va croire que je fais autre chose ailleurs. Donc, on est en fait dans une perception de la relation sexuelle. Parce que, vous voyez, relation sexuelle, il y a d'abord relation avant sexuelle. OK? Donc, la relation, c'est qu'est-ce qui nous lie vraiment? Est-ce que j'ai le sentiment d'être en train de lui donner ce qu'elle veut pour qu'elle me laisse tranquille ou de lui donner ce qu'il veut pour que je sois en paix? Et malheureusement, ça devient routinier. Pourquoi ça devient routinier? Eh bien, parce qu'on le fait, mais en fait, on ne ressent vraiment plus rien comme ce peps du début. Où on a envie de retrouver l'autre, ou même quand on est là, on y pense, etc. On a envie d'innover pour rejoindre un tout petit peu Stéphanas dans les 147 positions du Kama Sutra. On a envie d'expérimenter des choses où on n'est pas seulement dans la dimension de donner, mais on est dans un rendez-vous du donner, du recevoir. Et on prend plaisir à ce qu'on donne, mais aussi à ce qu'on reçoit. Donc, le rapport sexuel devient un langage d'amour, une façon de transmettre. Dès lors qu'on ne transmet plus rien dans le rapport sexuel, on est tombé dans la routine. Même si on a des rapports fréquents, même si on a des rapports endiémés de bonne qualité, mais ça devient en fait au final quelque chose dont on peut se soustraire. Voilà, et ça ne changera pas grand-chose. Donc, vous voyez que ce type de routine-là, ça arrive très rapidement. Et on va comprendre... On s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte, parce que vous savez que d'abord, le sentiment amoureux, le fait d'aimer une personne, peut-être que je vais choquer beaucoup de gens sur ce plateau, mais en fait, l'amour est d'abord le produit des hormones. C'est hormonal d'abord. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'hormones qui vont générer ce sentiment d'attachement. L'oxytocine, par exemple, la vasopressine. Il y a un certain nombre d'hormones de bien-être qui font qu'au contact de quelqu'un, ça va générer voilà, ce que ça ne produira pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et ça dure 3 ans, à peu près. Donc, ça veut dire que chez les plus chanceux, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ces hormones-là se déclenchent. Donc, dans ces 3 années, on va vivre un amour passion. OK, mais chez certains, ça va mettre moins de temps. Mais ce qui est certain, c'est 3 ans le délai pour que les hormones chutent et que maintenant,
on soit amené justement à installer de bonnes routines qui vont générer à nouveau ces hormones-là. Donc là, ce ne sera plus les hormones seules, mais on peut les stimuler par des actes. Il y en a 5 à peu près. Il y a les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité, il y a l'entraide, et puis il y a les paroles valorisantes qu'on va donner. Donc, du coup, toutes ces choses dont je viens de parler sont capables de réveiller davantage l'amour. Le fait est que, comme au départ, il n'y a pas eu trop d'efforts, parce qu'il n'y a pas d'efforts en fait. Hein. On est dans la passion, on a envie de se voir, ou on se parle, on ne sent même pas qu'on est en train de mettre le pied dans le feu, vous voyez. Bébé, tu fais quoi? On reste au De boire de téléphone l'eau, faut pas pendant t'étouffer. 5 heures de temps, on veille jusqu'au petit matin. Enfin, tout ça, Les hormones, là, nous coûtent cher. Hein. c'est très hormonal en fait, voyez. Mais pour qu'on passe justement du stade d'hormone au stade d'habitude, de qualité, il faut prendre conscience qu'il y a du travail à faire et que l'amour seul ne suffit pas. Il faut maintenant en fait regarder clairement en face de moi qui est là, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, réfléchis maintenant à ces attentes-là et y répondre de manière intentionnelle. Parce que quand il y a la passion, il n'y a pas d'intention dans la passion. On parle de spontanéité, il y a des choses qu'on fait comme ça et presque 70% des hommes ou des femmes, après 3 ans, ne savent pas trop qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et comme on ne sait pas ce qui a fait que ça a marché, comment on peut faire que ça continue? Parce que c'est purement du hasard, en fait. Et parce que dans la période où on se cherche, où on se drague, hein, cette période où on se fait la cour, on fait tellement de choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a fonctionné vraiment. Et donc, des fois, il faut poser la question au partenaire. Et une des choses qui va permettre d'éviter de tomber dans la routine, c'est la communication qualitative. C'est-à-dire que, ça c'est la question que je pose tout le temps aux couples qui viennent me voir, c'est comment tu aurais aimé être aimé en fait? Est-ce qu'on pose cette question à l'autre? Parce que des fois, on veut aimer la personne à notre façon. On se dit, c'est comme ça que moi j'aime, quand je suis en couple, c'est comme ça que j'aime. C'est bien, mais dans l'absolu, est-ce que c'est correct de vouloir aimer une personne comme toi tu penses que cette personne devrait être aimée? En d'autres termes, c'est dire que comme moi j'aime la sauce graine, si j'aime, toutes les personnes qui rentrent doivent manger la sauce graine. Bon, après, on n'est pas tous fans de cette sauce-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que l'autre aime? Comment l'autre se sent aimé? Peut-être que l'autre se sent aimé simplement quand on la prend dans ses bras et qu'on regarde un Netflix ou qu'on regarde un bon film. Ça suffit pour se sentir aimé. Mais pour toi, tu te dis, pour que tu te sentes aimé, il faut absolument qu'on fasse l'amour. Vous voyez, ça va créer un blocage. Alors que si on donnait à l'autre ce dont il a besoin pour se sentir aimé, donc un bon moment de qualité pourrait se terminer par ça. Vous voyez, mais si on conditionne, on se dit, tant qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça veut dire que les hormones ont commencé à disparaître et c'est notre intelligence qui doit maintenant prendre le contrôle de la relation. Donc, il y a le cœur, mais il y a aussi l'esprit qui doivent en fait travailler ensemble, un peu comme les deux mains, là, pour permettre à la relation d'entrer en stabilité. Donc, la routine va arriver lorsqu'on ne voudra plus faire d'efforts, lorsqu'on estime que c'est plus à l'autre de faire des efforts, lorsqu'on estime qu'en fait, les choses doivent se passer naturellement. Écoutez très bien, il n'y a rien qui se passe naturellement dans une relation amoureuse. Absolument rien. Ah ouais? Non. Bon, nous, on a toujours cru que tout était naturel. Il faut arrêter avec c'est de la fabulation. Parce que quand vous croyez que les choses doivent venir naturellement, ça veut dire que vous estimez que pour qu'une personne fonctionne, il n'y a pas besoin de faire des efforts, il n'y a pas besoin de stimuler. L'être humain fonctionne au stimuli. S'il n'y a pas de stimulation, il n'y aura pas de résultat. C'est le principe de cause à effet. Voyez? D'accord. Donc, on peut croire que parce que quelqu'un nous aime, alors la personne fera les choses de façon mécanique. Non, elle ne fera pas les choses de façon mécanique. Elle peut le faire dans une période, mais s'il n'y a pas de retour et qu'une routine s'installe, eh bien, progressivement. D'ailleurs, de façon scientifique, on estime qu'une routine s'installe tout de suite après 21 jours. Oui. 21 jours. 21 jours. Et ça, ce sont les travaux d'un médecin qui s'appelle Maxwell et qui, en fait, est un spécialiste de la chirurgie plastique. En opérant ces patientes, il s'est rendu compte que on commence à développer de nouvelles habitudes au bout de 21 jours. D'accord. Une autre étude a été menée par des
des scientifiques d'une université, l'université Collège de Londres, et qui a montré que, en fait, ces habitudes-là se développent en 21 jours, mais se maintiennent autour de 66 jours. Donc, entre 21 et 66 jours, on développe un nouveau comportement. Le truc, c'est que c'est subtil. On ne se rend pas compte qu'on est en train de changer. Donc, le temps que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de changer, c'est tard. Wow. Donc, faites très attention. Il y a des petites habitudes comme ça qui s'installent. Il y a des petites manières de parler à l'autre qui s'installent. Il y a des petites façons de faire qui s'installent et qu'on attire votre attention là-dessus. En couple, il faut en tenir compte parce que vous pouvez changer sans vous rendre compte. Vous pouvez être en train de parler d'une certaine manière à l'autre sans vous rendre compte. Vous pouvez être en train de vous éloigner de l'autre sans vous rendre compte. Et il n'y a que l'autre qui puisse attirer votre attention. Alors, à ce stade de mon propos, j'aimerais dire que c'est une erreur grave que de dire « il va se rendre compte »,« elle va se rendre compte ». Je préfère ne pas parler. D'où l'importance de la communication. C'est très important parce que quand on dit l'importance de la communication, il faut savoir que le non-verbal aussi communique. Tout à fait. Donc, des fois, on pense qu'on ne dit rien, mais qui ne dit mot parfois consent. Non, pas forcément, parce que nous, les femmes, la plupart du temps, Et c'est on est l'erreur. bideuses. Mais c'est l'erreur que nous commettons. Que nous sommes des adeptes C'est de petits l'erreur Bouddhas. que nous commettons. C'est que des fois, comme je ne parle pas, alors l'autre a le sentiment que ça passe crème. Non, pas que ça passe crème. Coach, il y a boudé puis il y a boudé. C'est-à-dire que, non, parce que quand on n'est pas contente, la plupart des femmes, en tout cas, moi je parle pour moi, hein, je ne sais pas comment les autres, ça fonctionne. Quand on a mal, quand on est de peur de dire quelque chose qui va froisser Te l'autre et blesser. tout ça, on essaie de prendre du recul. Mais dans ce recul-là, on te montre qu'on n'est pas contente. C'est-à-dire qu'avant, si on te recevait à la maison avec un large sourire, ah, salut chérie, bienvenue et tout ça, parce que c'est de la routine que vous voulez faire. Et ça vous permet de vous sentir bien aussi. On crée un climat de confort pour l'autre, un climat où il a beaucoup d'assurance. Il a un petit roi, au fait, sur son nuage. Mais quand il vient, et puis la mine est fermée, et quand il arrive, bonsoir, oui, bonne arrivée, il y a ta Au lieu de nourriture sur la l'appeler table. bébé, tu dis Étienne, Oui, oui, Étienne. faut t'asseoir ici. Non, c'est pas faut t'asseoir, ta nourriture est déposée sur la table, tu manges Bien, pas. mon frère. Non, je ne mange pas, j'ai déjà mangé. Tu vois, et même quand on te demande, ah, mais à quoi tu es fâché? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais le je n'ai rien, là, ça veut... Je suis d'accord. Faut pas mais demander que ça tu es marche. su. Peut-être dans certains cas, mais n'oublions pas que à presque 80-85%, on est fait d'ego. Et que malheureusement, dans ce genre de posture, si on a en face de soi quelqu'un qui a un ego démesuré, on est en fait dans une posture de lutte inconsciemment. Parce qu'on peut être en face de quelqu'un qui ne veut pas en fait se laisser prendre entre guillemets dans cette sorte de manipulation et qui se dit ok, elle ne me salue pas, ok, il n'y a pas de problème, je reste aussi dans mon coin. Et si l'autre décide de rester dans son coin sans comprendre le message derrière, parce que c'est si on a un partenaire qui est à l'écoute, qui est vraiment très attentif sur des comportements ou des attitudes et qui ne prend pas toujours les choses de manière personnelle, à ce moment-là, il viendra, il demandera ce qui se passe. Tout à fait. Mais quand des fois, je ne sais pas moi-même ce que j'ai bien pu lui faire et qu'elle a cette attitude, je le prends de façon personnelle et je commence moi aussi à développer une attitude. Donc, je vais revenir le lendemain, je ne vais pas demander si on a fait à manger. Je vais commencer moi aussi à bouder. Et du coup, on va créer une tension dans cette relation de couple-là qui ne sera à l'avantage de personne. Parce que ce que je dis, c'est que quand on va finir par se parler, commençons par se parler. Si on va finir par se parler, Mieux on fait en commençons. même temps. C'est pas mieux? Oui, oui. Là, mieux on évolue commence par se plus parler, vite. en fait. Alors, l'autre élément, en fait, à côté de ce que tu développes là, qui peut être un tout petit peu dangereux, c'est le silence. C'est-à-dire que le silence, parfois, il est plus puissant que silence qu'on... Vous voyez, Le silence résonne fort. c'est que l'autre peut psychologiquement avoir le sentiment que, bon, enfin, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Donc, si tu me dis rien, je continue de faire les choses comme j'ai l'habitude de le faire. Et avec le temps, on se dit, j'espère qu'il va comprendre par mon silence et il va changer. Et puis les jours passent, les semaines passent et on a mal. Parce que plus l'autre est en train de développer son comportement, son attitude, et on est blessé. Et on a le sentiment qu'en fait, il ne tient pas compte de Il nous. s'en fout. Et on va faire monter, en fait, si vous voulez, le niveau De silence. de silence. Oui. Et ça va Bouddha plus finalement impacter d'autres aspects de notre vie de couple. Donc, c'est clair que si on n'a pas une bonne qualité de conversation... Tu ne peux pas vouloir me toucher. Exactement. Donc, notre sexualité va être impactée. Et si notre sexualité est impactée, eh bien, d'autres aspects périphériques vont commencer. Parce qu'un couple qui n'a pas une bonne sexualité est en train de s'éloigner déjà. Un couple qui n'a pas une bonne sexualité est en train de s'éloigner. Donc, du coup, on ne se rend pas compte, mais les semaines passent, les mois passent, et puis au bout d'un certain temps, eh bien, on est passé à autre chose.
Et beaucoup de couples aujourd'hui qui nous suivent et qui nous écoutent sont passés à autre chose depuis bien longtemps. Mais passer à autre chose est une fragilité dans un couple. Parce que ce n'est pas parce que vous ne vous demandez plus de sexe l'un à l'autre que l'envie a disparu. Non, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, là-bas aussi. oui, dans la vie de couple, vous devez savoir que votre sexualité fait partie, si vous prenez la pyramide de Maslow, ça fait partie des besoins fondamentaux. C'est un besoin de base. Du coup, une femme qui ne développe plus ce côté d'elle-même érotique, ce côté sensuel, etc., c'est reconvertie. Mais ça va se reconvertir en quoi? Ça va se reconvertir en fragilité. Frustration. Voilà, en frustration, mais surtout en fragilité. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui va être à l'écoute, quelqu'un qui va être très empathique, Elle est partie. quelqu'un qui va faire des feedbacks positifs sur la façon de s'habiller. Mais parce que si vous êtes en crise, c'est pas le moment où le gars il va te dire tu es bien habillé. C'est pas le moment où le gars il va te valoriser. Mais je comprends maintenant pourquoi certaines femmes tombent dans beaucoup de pièges, au fait. Exactement. En fait, ce n'est pas qu'elle est amoureuse, c'est qu'elle est fragile. Il y a une fragilité qui s'installe. Donc, elle développe, je vais dire, une carapace qui fait qu'elle va donner l'impression qu'elle est dans un autre mood, elle prend soin d'elle-même, mais elle reste une femme foncièrement donc sensible au pouvoir des mots, au pouvoir de l'amour. Peut-être la première fois, elle ne prêtera pas attention, mais la deuxième fois, le collègue qui est attentionné, qui est présent, qui invite, qui fait attention à tous les détails. Le gars même avec qui je vis, il n'a pas remarqué que j'ai mis des laisses frontales, etc. Et c'est le collègue qui s'est rendu compte qu'en fait, tu t'es épilé, tu as changé ceci, tu as changé ça, etc. Mais tu sens bon aujourd'hui, etc. Mais comment lui il fait pour se rendre compte de ça? Donc, il y a un qui est à la maison, là, il voit pas. Il y a un transfert affectif. Donc, la routine peut être parfois meurtrière parce qu'elle va amener l'autre à commettre des erreurs qu'elle aurait pu autrement éviter si cette routine n'était pas établie. Tout à fait. Des fois, il y a des personnes qui se disent peut-être que c'est moi qui n'aime plus. Et puis, tu te rends compte avec quelqu'un d'autre que ce que tu ressens plus là-bas, tu le ressens en fait. Ça veut dire que ce n'était pas mort, c'était désactivé. Mais c'est valable pour et l'homme et la femme, en fait. Pour l'homme et la femme, Voilà. c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. Et dans le cas de figure où c'est un partenaire qui installe la routine et l'autre décide de suivre pour ne pas frustrer son C'est-à-dire compagnon. Moi, je prends un exemple, par exemple. Je connais un couple, un jeune couple, où la femme aime bien. Avant, ils sortaient, ils étaient toujours en train de faire des trucs. Et c'est par là qu'elle est tombée amoureuse. Et quand ils se sont mariés, l'époux a complètement changé. Non, restons à la maison. Depuis que tu as accouché, je veux plus que tu sortes. Et donc, pour ne pas trop frustrer, pour ne pas qu'il pense que c'est une fille qui aime trop sortir, elle n'est pas consciente et tout, elle est obligée de faire ce que son époux dit. Mais par derrière, elle a envie de sortir, elle ne se sent plus femme, elle se dit, elle a envie de faire des cheveux. Il lui dit, c'est pas nécessaire. Vous voyez un peu, lui, il a installé une routine. au fait. Non, c'est pas qu'il a tchébé, parce qu'il le donne. Il lui donne les moyens, sa connexion Internet, elle a tout à sa disposition. Le problème, ce n'est pas les finances. C'est que lui, il s'est installé dans un truc où sa femme doit rester à la maison. Elle s'occupe des enfants, il n'y a plus de sortie, on n'a plus le temps, on fait des trucs, reste à la maison. Moi, je fais des trucs, je rentre quand je veux et tout. Donc, elle, pour ne pas trop frustrer son mari, elle suit la routine de son mari, alors qu'elle n'est pas du tout Ça nous heureuse. ramène en fait aux causes de la routine. Il y a plusieurs causes qui vont induire la routine dans un couple. Et ces causes-là ne sont pas toujours méchantes. L'une d'entre elles, par exemple, c'est ce qu'on va appeler dans un certain langage, en fait, la routine de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on entre dans la vie de couple et on est tellement pris par les responsabilités qu'il y a certaines choses qu'on ne veut plus, en fait, mettre en avant, mais qui étaient des points forts du couple au départ. Ça peut être, par exemple, les week-ends qu'on se faisait, ça peut être les sorties, ça peut être les cinémas, etc. Je comprends qu'au bout d'un moment, les enfants arrivent, on a des projets de vie, on a des projets immobiliers, etc. Et que la scolarité même des enfants qui coûte un bras. Donc, toutes ces responsabilités-là peuvent créer un stress. Et pour réussir à juguler ce stress, souvent, le partenaire va avoir tendance à vouloir dire à sa partenaire ou à son partenaire, c'est pas nécessaire de faire telle chose. Un peu comme si je te libérais en fait de certaines charges. Tout à fait. Alors, si toi tu continues à insister, c'est un peu comme si c'était toi l'irresponsable, l'immature du couple. C'est ça. On est d'accord? Oui, Donc, c'est du coup, justement comme ça. tu ne veux plus paraître pour l'immature, tu laisses faire. C'est un danger. C'est un danger parce que, comme je le dis ici, le fait de ne plus demander au partenaire ne veut pas dire que ton besoin a disparu. C'est ça. Donc, ça devient une fragilité. Et cette fragilité, imagine un instant, quelqu'un qui est disponible
pour sortir. Entre midi et 2. Quelqu'un qui est C'est disponible là pour que te les parents proposer cela. interviennent. Écoutez, Après, c'est ton affaire, il y a donné Beaucoup comme de ça. gens se disent, non, moi, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Dans les rapports hommes et femmes, on ne dit jamais, jamais. Tout peut arriver. C'est un problème très important. Ça n'a rien à voir avec tes valeurs, ça n'a rien à voir avec ta religion spiritualité. surtout. Tu es un être humain fait de chair et de sang. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, la chair est faible, même quand l'esprit est bien disposé. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est l'argument des gens. Hein. Non, la chair est je dis faible. que- Tu sais que la chair est faible. Mais je veux dire que, en Ça fait, sera. le mariage est censé être un environnement de protection. Tout à fait. Si vous prenez conscience de cela, vous allez agir en fait pour lever les éléments d'obstacle sur le chemin de l'autre. Parce que je suis censé être protecteur pour ma femme. En répondant à ses besoins, en étant à son écoute, j'évite en fait qu'il lui arrive un certain nombre de choses. Voyez. Donc, mais de la même façon, mon épouse doit prendre conscience aussi qu'elle me protège d'une certaine façon. Tout à fait. Quand elle répond à mes besoins, quand elle répond à mes attentes, je n'ai pas à être intéressé par autre chose. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui vient de manger. Quand vous avez vraiment mangé, que vous êtes rassasié, franchement, Quand on est sauf repus, si on vous n'a êtes plus envie, glouton, sauf si vous êtes, je sais pas moi, gourmand ou je sais pas quoi, mais ce que vous faites là, vous ne le faites pas par besoin, mais ça devient maintenant quelque chose que vous faites parce que vous avez une déviation tout Tout à simplement. fait. Tout à Donc, fait. c'est important de réaliser cette première cause-là. La deuxième cause, c'est vraiment les stress de la vie. Ça peut être un stress de performance. L'anxiété de performance peut générer une routine dans le couple. Donc, je suis tellement focus sur des objectifs professionnels, mon travail demande un certain nombre de choses, et l'autre peut comprendre effectivement que je sois dans une période, et le problème, c'est que c'est une habitude qui s'installe. Après, pour revenir À la norme. à la norme, C'est c'est pas compliqué. toujours évident parce qu'on s'est installé dans une zone de confort. Et donc, voilà un troisième élément qui est la cause de routine dans le couple, c'est la zone de confort. J'ai fini par développer quelque chose où je me sens bien. C'est vrai aussi, on a souvent des maris voilà, qui ne trouvent vraiment pas utile. Ah, ça là, c'est pas nécessaire. Voilà, Dès que tu dis toujours. quelque chose, non, ça, c'est pas c'est pas nécessaire. nécessaire. Oh, ça là encore, c'est pour venir faire dépenser les gens. C'est le Et truc des femmes. on est tellement sur les calculs qu'on arrive à oublier même le bien-être et le bien fondé de certaines choses. Souvent, tu vas te dire, non, j'ai besoin d'aller me faire belle, j'ai besoin de sous. Pour nos mamans qui ne travaillaient pas là, j'ai besoin de sous, j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller faire ci. Ah, faut laisser ça, c'est pas grave. Ou bien, bon, on doit aller voir telle personne. Tu sais, souvent, le simple fait de sortir de la maison, marcher et tout, là, tu te sens revivre, au fait. Mais il y en a qui sont vraiment et véritablement casaniers. Ils ne font rien. Quand c'est boulot, dodo, maison, boulot. Et là, vraiment, ça installe une vilaine routine. Après, Meïta, moi, je dis et je répète, ne tombez pas dans ce type de piège. Parce que des fois, la relation que l'homme a avec son épouse devient une relation avec une sorte de mère. N'acceptez jamais de devenir en fait la mère de votre épouse. Parce que si, enfin, de votre époux, si vous devenez la mère, il n'y a plus l'aspect séduction. Ça devient l'aspect responsabilité. J'entends souvent sur les réseaux sociaux des hommes qui disent, mais moi, mon épouse, vraiment, je la respecte, il y a des choses que je ne fais pas avec elle, etc. Ce que tu ne fais pas avec elle, tu voudras le faire avec quelqu'un d'autre à qui tu donnes le rôle de, je ne sais pas moi, excusez-moi, de payer, Paye pas d'éthicienne. Il faut pouvoir faire attention à cela, surtout quand il y a la venue d'enfants. La venue d'enfants est aussi une des causes de la routine qui s'installe dans le couple. Parce que involontairement, la mère, à cause donc de l'allaitement, simplement, le simple fait d'allaiter, ça crée un lien entre son bébé et elle qui vient compenser le besoin d'intimité qu'elle a avec son mari. C'est naturel, c'est fait comme ça pour qu'elle puisse prendre soin de son enfant. Encore une fois, les hormones. Donc, elle va libérer en fait une hormone qui fait que la montée de lait est possible. C'est une hormone qui permet ça. Mais cette hormone-là crée le lien entre le bébé et la maman. Et quand créant le lien entre le bébé et la maman, vous savez, le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, comme elle est concentrée sur sa relation avec son bébé, ça va venir un peu comme suppléer la relation avec le mari. Et du coup, le mari, il se sent en retrait la plupart du temps. Et si on ne prend pas conscience de ça et qu'on n'agit pas, c'est pour ça que j'ai dit, dans la relation amoureuse, dans la relation du couple, il y a le cœur et il y a la tête. Donc, des fois, il faut réfléchir. Et il faut peut-être être interpellé. Et peut-être qu'en suivant cette émission, il y a une femme qui allait en ce moment qui va prendre conscience de ça et se dire, attention, c'est vrai, c'est naturel, c'est normal, mais je dois pouvoir agir là-dessus. Donc, vous voyez que des fois, il y a des choses qu'on fait, même pas méchamment,
mais qui vont installer une certaine routine. Et si on y prend garde au moment où on va se rendre compte, il n'y a plus de, tu vois, il n'y a plus ce chichi-là qu'on a avec son... Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, au fait? Mais comme je dis, ça. là, c'est de prendre conscience. Non, souvent, on n'arrive pas à prendre conscience. Hein. Et même quand on nous interpelle, on a l'impression que c'est l'autre qui n'est pas Qui bien. n'est pas bien, oui. D'accord? Oui, Quand, Oui, par exemple, oui. ton mari vient te voir, « Ah, mais toi, tu t'occupes pas de moi. Hein. C'est vrai que c'est fortuit, hein, c'est banal, on le voit comme ça. Il le dit souvent, même en s'amusant. Depuis que Toupé est là, même là, toi, tu fais rien avec moi. Hein. C'est-à-dire, c'est Toupé seulement qui est là. Ah, attends, mais tu aimes trop ça. Mais on ne considère pas. Parce qu'on a tout de suite, on est tout de suite vraiment préoccupé par l'enfant. C'est Exactement. lui notre priorité. On se dit de toute façon, quand il va faire nuit, c'est avec toi que je vais aller dormir. Donc laisse l'enfant téter, laisse-moi m'occuper de l'enfant, au fait. Exactement. Après, ça Donc, comme je dis là, des fois, il y a un élément essentiel, c'est le ressenti de l'autre. Vous savez, vous pouvez marcher sur le pied de quelqu'un et puis estimer que vous n'avez pas fait exprès. Mais Mais j'ai pas si la marché fort. personne vous dit qu'elle a mal, ne dites pas, j'ai pas marché fort. Il faut respecter le ressenti des gens. Et c'est là où, en fait, on crée des frustrations. J'ai pas encore vu, en tout cas jusqu'à présent, à moins que ce soit quelqu'un de hyper belliqueux, une personne sur les pieds desquels vous avez marché et tout de suite vous avez dit « Oh, vraiment, je suis désolé ». Vous-même commencez à masser un peu le pied de la personne et que la personne veuille vous mettre un coup, etc. Généralement, cette posture où vous reconnaissez votre tort amène la personne même à ne même pas vous laisser continuer. Ah non, c'est ça pas va. grave. Parce que vous avez respecté le ressenti La de la douleur de personne. l'autre, tout à fait. Donc, si votre partenaire ressent quelque chose, c'est lui qui ressent. C'est peut-être pas vous, mais c'est lui qui ressent. à fait. S'il ressent que vous n'êtes plus comme avant, que vous n'êtes plus présent, ne cherchez pas à justifier. Cherchez à Corriger. comprendre et à agir dans ce sens-là. Après, peut-être que il y a le postpartum qui fait que la maman, elle gère plusieurs choses à la fois et donc peut-être qu'elle n'a pas l'énergie nécessaire. À ce moment-là, elle va te l'expliquer. Et ensemble, vous allez trouver peut-être le moyen d'alterner les nuits de bébé pour que lui aussi il puisse peut-être soutenir et de cette manière va avoir plus de temps de repos Tout à qu'elle fait. va réinvestir dans la relation. Ce que moi je dépeins parfois, c'est le fait que c'est un peu comme si on avait donné des rôles à la femme et elle devait les jouer. Elle devait jouer Tout fort. à fait. Tu vois, et ça crée une charge mentale chez la femme qui C'est fait beaucoup. qu'au final, elle devient nerveuse, elle devient irritable et elle n'a plus envie de rien en fait. Mais si on prend conscience qu'elle est en train de s'éloigner parce qu'on a ensemble un bébé qui n'est pas seulement son bébé à elle, c'est de prendre conscience de comment je l'aide dedans pour qu'elle ait suffisamment de temps. Par exemple, sur les tâches ménagères. Mais si elle a fini de nettoyer la maison, faire à manger, je sais pas moi, Faire la lessive, elle la est une vaisselle. personne humaine. Elle peut être fatiguée le soir et puis ne pas avoir l'énergie nécessaire pour encore faire l'amour. Voyez? Mais si vous êtes conscient de ça, vous pouvez l'aider dans les tâches ou bien parfois supprimer certaines choses, faire un week-end par exemple où elle n'a pratiquement rien à faire parce que vous êtes dans un hôtel, donc il y a un service de nettoyage, elle aura l'énergie nécessaire pour réinvestir. Donc des fois, je pense qu'il y a une sorte de Prise de complicité qu'on doit développer. Il ne faut pas qu'on ait dans le couple des rôles donnés à l'un et à l'autre. Et si toi, tu ne fais pas ta part, moi, je ne fais pas ma part. Non, il faut une sorte de... Le couple, c'est une équipe. Et dans cette équipe-là, c'est vrai que moi, je suis ramasseur de balles. Peut-être que c'est toi qui tires, mais si on se rend compte que l'autre n'a pas tiré, peut-être que je peux cesser un tout petit peu mon rôle de ramasseur de balles et tirer pour relancer le jeu, pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Ah, dans Donc le ça, c'est- relancement de jeu, là. Oui, Il y a dis-moi beaucoup tout. de choses à nous Oui, dire. et puis hein. souvent on dit que demander pardon mais reconnaître toujours ses torts avec garçon, ça lui donne de mauvaises habitudes. Ce sont Très des, souvent, ce sont on des dit ça. préjugés. Ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés. Vous savez, l'herbe paraît souvent verte. Mais on dit Chez aussi le ça voisin. des femmes. Hein. Souvent, tu as des hommes qui vont dire « Ah, ta femme, là, elle monte sur ta tête. Hein. Toi, tu te laisses trop Voilà, faire. Tu tu es te tout laisses en train trop- de lui demander pardon. Montre que c'est toi l'homme. » C'est des préjugés. Après, cette personne qui nous parle, est-ce elle qui vit la relation Du tout. ou est-ce nous qui vivons notre relation? C'est ça. Après, je veux dire que les gens ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est moi et comment je vis ma relation avec la personne. Et ça, c'est un élément fondamental parce que la plupart du temps, tous ceux qui disent ça et tout, vous ne savez pas comment, en fait, ils sont dans leur vivent couple. Le faux leur bouc, relation. C'est pour ça que je dis que l'herbe paraît souvent verte chez le voisin ailleurs, ouais. jusqu'à ce que vous vous rendez compte que c'est de l'herbe synthétique. C'est un gazon synthétique. on peut Et que pas c'est manger même. C'est même pas entretenu, en fait. C'est parce que c'est synthétique. Donc, il n'y a pas besoin d'entretien particulier. Donc, Tout à fait. il faut investir en fait dans votre relation les efforts, l'énergie, l'attention que vous souhaitez récolter parce qu'en réalité, on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Tout à fait. Donc quand vous regardez votre relation aujourd'hui, est-ce que vous en êtes satisfait? Question. Sinon,
qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il faut éviter de dire qu'est-ce que l'autre doit faire. Parce que s'il n'y a que l'autre qui doit faire des choses, il n'y a plus de relation. Des astuces pour réinventer la chose. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a communiqué, on a écouté ce que l'autre a dit. Dans plusieurs domaines, hein. On a parlé du domaine comportemental, on a parlé du domaine sexuel, on a parlé du domaine sentimental et tout ça. Est-ce qu'on a des choses comme ça qu'on pourrait faire dans notre couple pour, quand on sait que c'est mort ou bien c'est en train de mourir, pour donner un élan de vie. Voilà, Il y a 4 choses en général que je recommande. Surtout quand il y a eu peut-être tromperie de la part d'un. Parce que souvent, la tromperie installe une grosse routine. C'est vrai. Tu m'as trompé, mon chéri, il ne fait plus faire d'efforts, l'autre aussi ne fait plus d'efforts, on se retrouve dans un truc où on n'est pas heureux. Donc, quelques astuces pour essayer d'arranger la de situation. raviver la flamme. Alors, l'une des premières choses qu'il faut faire quand on veut casser la routine, c'est de reconnaître qu'il y a une routine. Qu'il y a routine. D'accord. On ne peut pas faire autrement s'il y a une routine. On doit pouvoir s'asseoir et puis, ensemble, avec beaucoup de sympathie, parce que ça ne doit pas être un tribunal pénal où on dit « assieds-toi, il faut que je te parle ». Évitez même ça. Yeah. Il faut que je te parle. C'est la phrase Le qui vieux. traumatise. Écoute, Ça va pas, hein? Assieds-toi, J'ai à la parler. les hommes ont fait. Je te parle. Il faut éviter, mais vraiment, je vous conseille d'éviter cela. La façon dont on vous a amené à régler les problèmes quand vous étiez enfant n'est pas forcément la bonne méthode. Je vois des femmes ou des hommes qui réveillent leur conjoint à 3 h du matin, il faut qu'on On parle. dit c'est l'heure où la sagesse. Non, ça J'ai c'est envie d'être descendant ici, mon ça, c'est frère. chez vous, c'est dans votre famille, mais est-ce que ça C'est l'heure de la correspond? sagesse. Est-ce que ça correspond à la personne? Parce que dans d'autres éducations, peut-être qu'à 3 h du matin, quand on me réveillait, c'était pour me sermonner. Donc, du coup, dans ma tête, je suis, Ça comme on passe dit là, je plus. suis gagué. Donc, quand tu me réveilles, là, je suis sur la défensive. Tout ce que tu me dis, là, ça passe pas. Je hein. n'entends plus. Voilà, mes oreilles sont bouchées, comme Il y dirait a quelqu'un. caillou dans il y a mon caillou oreille. dans mon oreille. Donc, il faut pouvoir reconnaître, en fait, quel est le bon moment pour discuter avec votre conjoint. Tout à fait. Ce bon moment-là, ça peut être, par exemple, le ton. Le moment peut être, par exemple, le ton sur lequel vous parlez à l'autre. D'accord. Et il y a une astuce qu'on utilise dans la communication non violente qui est de commencer d'abord par les choses qui fonctionnent bien. Envoyer des fleurs, les premières choses. Ça veut dire que ça demande un travail sur soi. Comment je ne suis pas content et puis je suis capable de m'asseoir avec toi et de dire, tu sais, Meïta, j'aime bien quand tu fais ceci, j'aime bien quand on fait ci, j'aime bien quand on fait ça. Ça prédispose. Vous savez que même les Ça, dieux... mon mari est fort dedans. Voyez, Il appelle ça la méthode sandwich. Même, et c'est ça, Oui, c'est il dit la exactement ça. méthode sandwich. Il dit tu mets une couche, mi de pain, c'est douillé Exactement. au début. Après, tu me dis, je te dis ce que j'ai à te dire et puis boum. Et je remets remets une autre couche. Donc tu sens pas trop, mais tu es méchant. Non, mais c'est important parce que c'est respectueux. Et ça montre en fait finalement qu'on n'est pas forcément meilleur que l'autre, Tout à mais fait. on est dans une amélioration constante. Voyez. Donc là, quand je suis en train de te dire ce que nous faisons ensemble qui est bien, qui est positif, ça te permet en fait de construire, De visualiser. de visualiser. Voyez, même quand vous êtes en train de jouer un jeu, si la première fois c'est difficile, vous laissez tomber. Tout à fait. Mais on a tout joué Candy Crush. Hein. Tout à fait. Ça commence très bien, tu te sens tellement fort. Et tu continues. C'est la même chose. Stimuler votre partenaire à prendre conscience de ses forces. Puis, dites-lui ce qu'il ou elle peut améliorer. Donc, quand je vois ce que je peux t'apporter, quand je vois que tu reconnais ce que tu fais, et ensuite, tu souhaites que j'améliore, je suis disposé à améliorer. Mais il y a des partenaires qui vont de go comme ça, tu n'as jamais fait ci, tu ne fais pas ça, etc. Du coup, tu es sur la défensive. Ou bien il convoque toujours la famille. Exactement. Toujours. Non, il faut Il y a faire des maris très qui convoquent attention. toujours la famille. Il faut faire très attention parce que effectivement, l'autre a besoin de savoir exactement en quoi il a mal fait ou en quoi il a mal fait. Des fois, tu comprends même pas en fait. Et donc, la dernière étape, donc, on commence par valoriser, on commence par vraiment dire ce qu'on fait ensemble qu'on aime parce que ce que tu lui reproches, c'est pas tout de ce que la personne représente. Tout à fait. Donc, il ne faut pas juste regarder le point noir dans le tableau blanc et se dire, il n'y a que ce point noir-là et tout le blanc qui est autour. Ça, c'est important aussi. C'est important de reconnaître les efforts, de reconnaître même les changements. Tout à Il y a des choses parfois qu'on a demandé à l'autre de faire. Il a Ce n'était pas changé. confortable, mais l'autre l'a fait c'est et on ne adapté. reconnaît pas. Et on veut demander encore d'autres changements. Franchement, on n'est pas dans un cirque. Hein, où les animaux doivent obéir au doigt et à l'œil de leur maître. Sinon la chicotte. Et puis la troisième étape, c'est comment je m'engage avec toi pour qu'on puisse y arriver. Vous voyez, c'est pas je change ça, si tu changes pas ça, je te donne une Je semaine. m'en fais. Ultimatum. Non, les ultimatums, ça marche pas. C'est pas de bonnes astuces. C'est de dire, si on est dans une relation de longue durée, on se dit qu'aujourd'hui il y a eu ça. Dans une semaine, il peut encore y avoir des problèmes. Donc, comment
comment on fait ensemble pour qu'on puisse y arriver? Peut-être qu'il y a des choses que je sais faire, que je peux t'aider à faire. Tu vois, et je me mets à ta disposition pour t'aider dans ce sens. Ça peut être que, par exemple, la femme en question, elle a du mal peut-être à répondre sans s'énerver ou sans crier. Ça peut être moi qui, par mon attitude, te montre que, tu vois, là, tu es en train de crier. Et puis, fais passer ça sous une forme de, tu vois, pas de plaisanterie, mais, tu vois, moins sérieux. Soyez décomplexés dans votre couple. Banaliser la chose. Soyez complètement décomplexés dans votre couple. Un couple où il n'y a pas d'humour, un couple où il n'y a pas d'humanité, un couple où il n'y a pas, finalement, d'humilité. Et ce sont les 3 H qui permettent vraiment C'est la formation militaire. d'établir un couple de qualité qui sort de la routine. Humour, Quand vous êtes dans humilité. l'humour, finalement, ça permet de casser les choses. Vous savez, si vous arrivez à faire rire, d'ailleurs, on dit femme qui rit est à moitié dans le lit. Tout à fait. Donc, si vous savez faire rire votre épouse, si vous savez banaliser les situations, il n'y a rien qui va vous freiner. Parce que vous savez que on peut même insulter, hein, mais avec un ton d'humour, et puis ça passe crème. Ayez ces habitudes-là. Ne prenez pas toujours tout au second degré. À la base, c'est parce que je t'aime que je suis avec toi. Donc, ce que je te dis n'est pas pour te faire tort, pour te faire du mal. La deuxième chose, c'est l'humanité. Soyez humain. Des fois, la fille, là, elle est fatiguée. Quand elle dit qu'elle est fatiguée, là, c'est pas qu'elle veut te faire, je sais pas moi... Faire chier non, ou te elle est prendre la tête et fatiguée. tout ça. Donc, des fois, c'est juste être humain, en fait. Quand la personne te dit, par exemple, telle chose, tu vois, ça me blesse, et la personne te trouve les mots, et toi, tu es dans la justification, ou Non, tu es en mais train c'est de pas pour te prouver blesser, que... tu n'es pas Non. obligé de prendre ça comme ça. Exactement. Et on entend ça souvent. Hein. Souvent, tu exprimes un désaccord avec quelque chose, tu trouves les mots. Non, franchement, j'ai pas apprécié la dernière fois comment tu as fait. Je préférais que tu évolues comme ça. Parce que... Mais c'est ça là qui t'a fait mal. Quoi. Donc, toi, tu as Exactement. t'énervé pour tout. Mettez-vous Tu as toujours en fait, à t'es la fâché place pour de rien. l'autre. C'est ça, être humain, Voilà. se mettre à la place de l'autre, se dire, si il ou elle l'a ressenti comme ça, vu que je l'aime, comment je fais en sorte que l'autre se sente bien. Et puis la troisième et dernière étape, c'est l'humilité. Soyons humbles, en fait, dans la vie de couple. Quand j'ai fauté, je dois pouvoir te dire pardon. Et puis, il y a plusieurs façons de dire pardon. Ça peut ne pas être forcément dans le verbal, ça peut être dans l'attitude. Hein, vous, les femmes, vous avez cette capacité Pardon dans le parfois cadeau, là, c'est chic. de vous excuser. Hein, en nature et en espèce. En nature, en espèce. Donc ça, c'est important dans la vie de couple d'avoir des codes aussi. Comment sortir de la routine? Par des codes. Ces codes-là, ça peut être quoi? Ça peut être que là, je me rends compte que par la manière de faire de l'autre, il a besoin de moi. Ça, je sais le reconnaître chez lui ou chez elle. Ou des fois, dans ses caprices, je sens qu'elle a peut-être besoin d'attention. Donc, si j'apprends à décoder ces langages-là, ces différents codes, tranquille. Tout se passe bien. Les choses vont se mettre dans l'ordre. Après, il y a des astuces qu'on peut donner, de changer de lieu, de voyager, etc. Beaucoup vont dire, mais on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, avec 5 000 francs, on peut se faire plaisir. À deux. 5 000 francs. Eh, le vieux. Maintenant, quelqu'un me dira, mais on n'a pas 5 000. J'ai dit aux gens, des fois, quand tu n'as pas l'argent, il faut avoir l'imagination. Voilà. Tu ne peux pas manquer des deux. Maintenant, quand tu manques des deux, c'est qu'on a qu'à laisser Non, si tu tomber. manques des pas deux, tu as un chercher vrai fort. problème. On n'a qu'à laisser tomber. L'imagination, vous savez que des fois, on peut ne pas avoir des sous, etc. Et puis, changer l'atmosphère de la maison. Tout à fait. On peut ne pas avoir peut-être de l'argent pour bouger, mais c'est là où les frères, les sœurs, les amis sont importants. On peut demander, par exemple, à un ami qui est disponible de prendre les enfants juste un week-end et puis créer notre week-end à la maison. Si on ne peut pas sortir, on peut créer l'atmosphère. Et du coup, comme il n'y a pas de responsabilité particulière liée aux enfants qui vont apparaître ici, parce que des fois, il faut reconnaître que les enfants sont aussi des tue-l'amour. Ils installent les routines Souvent, aussi. ils sont toujours des tue-l'amour. Voilà. Donc, mais ils font partie de notre bonheur aussi. Bon, mais des l'équilibre, fois, hein. il faut pouvoir éloigner un tout petit peu les mômes, Et les enfants. surtout quand ils sont à très bas âge. C'est important de les mettre un tout petit peu chez un tata ou machin, un week-end, le temps de se retrouver. Et ça vous permet vous-même en tant que femme d'être dans votre posture d'épouse, pas de mère. Parce que dans la posture d'épouse, vous ne pouvez pas mettre le pagne ici, là. Non. Dans la posture d'épouse, vous ne pouvez pas laisser les cheveux se promener Ah, on met pas à pagne ici. Golgotha. Attacher Dans pas la dessus, on fait non, pas dans la ça. posture Attends, d'épouse, crier sur je suis nous. dans une posture de séduction. Quand je suis avec mes enfants, je n'ai pas besoin de séduire mes enfants. Donc, je vais dire gérer mon ménage. Je suis dans une posture de maman. Mais quand vous êtes dans la posture d'épouse, vous êtes constamment dans la séduction. Souvenez-vous de comment le gars
vous trouvait chaque fois qu'il venait vous rencontrer. Ça aussi, c'est important. Tous les jours. Parce que la routine s'installe aussi au niveau comportemental, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière d'accueillir mon homme, dans la manière même d'être dans la chambre à coucher. Est-ce que je suis attirante? Est-ce que je suis séduisante? Ça marche aussi pour l'homme. Hein. Parce que nous, les gars aussi, il faut reconnaître qu'à un moment donné, on se néglige. On néglige beaucoup d'aspects. On a l'impression qu'il n'y a que... Voilà. On a l'impression qu'il n'y a que les femmes qui doivent faire des efforts. Mais non, il n'y a pas que les femmes qui doivent faire des efforts. Les efforts, c'est de part et d'autre. Souvenez-vous toujours de comment vous étiez quand vous étiez dans la phase de drague. Parce que c'est ça qui a fait que vous êtes là où vous êtes en ce moment. Souvent, tonton, Donc, la phase de drague aussi était qu'était. Hein. c'est-à-dire, La phase de drague, souvent, c'était pas ça. Hein. Et c'est avec le temps qu'on a amélioré les choses. Donc, si on doit souvent le ramener à ça, il va dire, mais Oui, au mais- début même, j'étais pas comme J'étais ça. pas comme ça. oui, mais le fait est que à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que vous avez décidé de vous accrocher à cet homme. Tout à fait. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Et c'est de là que vient le problème de la routine. C'est-à-dire que si on oublie ce qui fait la force de notre vie de couple, le jour où on a oublié ça, le couple a commencé à agoniser et il va vers la mort. Donc, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui déclenche chez elle, par exemple, le fait de vouloir rester dans la relation? Après, j'entends des femmes me dire « Ah, je suis là pour mes enfants. » Mais les enfants, ils n'étaient pas là au départ. Beaucoup de femmes disent ça. J'entends beaucoup d'hommes me dire « Bon, de toutes les façons, tu vas la laisser, tu vas encore reprendre. » Le problème n'est pas de reprendre avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer d'être dans cette relation. Parce que si c'est seulement la relation parentale, excusez-moi, mais vous pouvez tomber aujourd'hui et mourir. Est-ce que la femme ne continuera pas de prendre soin des enfants? Elle le fera, avec les moyens qu'elle aura. Et si aujourd'hui, je ne souhaite pas, mais votre femme tombait et qu'elle mourait, est-ce que votre vie ne continuerait pas? Ça va continuer. On le voit à des levées de corps, au moment même où la personne est encore à la levée de corps, que le remplacement est fait. Donc, déjà, demain, la Voilà. main de la veuve, même. Donc, devant c'est important, en fait, de cibler sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est ça, en fait, le plus important. C'est pas j'ai déjà trop fait, j'ai déjà trop essayé, j'ai tout fait, etc. C'est un long fleuve tranquille, la vie de Mais couple. souvent, c'est la belle famille aussi. Il le n'est pas tue-l'amour. tranquille. La belle la famille routine. peut être un gros tue d'amour. Il y a des moments qui sont... Elles sont comme un yéyi. C'est-à-dire... Il y a des belles mères, des belles qui sont dans ta vie de couple comme ça. Quand l'homme veut faire ça, non, il veut faire ça pour ma femme, non, il veut faire ça. Et le monsieur, plutôt que de quitter sa femme, il suit que sa mère. Que sa mère. C'est ce que ma maman a dit. Ou bien, il te dit carrément, mais mon maman ne faisait pas ça. Hein. Mon maman était... Ah oui, coach, on se retrouve souvent dans des cas où on est très souvent comparé à la mère de monsieur. Oui. Non, moi, j'ai pas connu ça avec ma mère. Et ma mère, elle n'était pas comme ça avec mon père. Voilà. Bon, après, si on l'analyse du point de vue du comportement, c'est un tout petit peu normal. Pourquoi? Parce que c'est le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire que chaque homme, d'une certaine manière, a envie de s'identifier ou d'identifier, en fait, la femme idéale à sa mère. Donc, quand pour moi, la bonne femme, tu vois, dans ma tête, c'est celle qui ressemble un peu à ma mère ou bien qui est complètement contraire à elle sur certaines choses que je n'ai pas appréciées. Ça peut être les deux. De sorte que il est presque normal de comparer, d'être dans cette logique de comparaison. Après, c'est de pouvoir faire comprendre à l'homme avec lequel on est qu'on n'est pas sa mère, on ne sera jamais sa mère. Vous-même n'entretenez pas en fait cette sorte de comparaison. Sa mère, c'est sa mère, elle a sa place, elle a son importance, mais vous, vous êtes vous. Et c'est important aussi d'amener l'homme, par exemple, à comprendre que quand il y a un problème avec sa mère, ou etc., sa mère est trop impliquée dans le présente, ou elle a une présence intempestive dans le couple, ce n'est pas à vous de régler le problème. C'est celui dont le parent est impliqué dans la relation qui doit gérer. Ne faites jamais l'erreur de se dire mon mari me dit de gérer la situation de toute manière, ma maman c'est ta maman, etc. C'est bien. Mais il faut pouvoir laisser la responsabilité à celui dont le parent de gérer la situation avec lui ou avec elle et à faire en sorte que cette présence-là ne devienne pas en fait une façon de vous voir vous comme la personne qui les empêche d'être présents dans la vie de leur fils, etc. Donc ça, c'est vraiment une sorte de complicité que vous devez développer et comprendre qu'ensemble, vous êtes avec les parents, pas ensemble contre
ses parents. Et ce n'est jamais une bonne chose d'encourager votre conjoint à se braquer, à être braqué avec sa famille ou avoir des problèmes avec sa famille. Soyez toujours dans la posture de celle qui essaie de concilier les bords, de celle qui essaie d'arranger les choses. Après, chaque famille a ses réalités, chaque famille a ses attitudes, mais ne soyez jamais celle ou celui qui va encourager son conjoint en fait à s'éloigner de sa famille. Soyez dans cette posture. On voit tous les problèmes en famille. Petit problème, on réunit papa, maman, ils vont régler. Petit problème, les cousins. Donc, dès que le couple a un problème, toute la famille, la grande famille, la belle famille est au courant. Et ils n'ont pas d'autre moyen de régler leur problème de couple si ce n'est en famille. Ça aussi, c'est un tue l'amour, c'est dangereux. Ça, je pense que quelqu'un a dû commencer et puis l'autre a fini par emboîter le pas. Et puis, c'est Parce comme que ça, ils sont vu que dessus. tu veux que le linge sale se lave en famille, bah, tant qu'à faire, il n'y a pas que moi seul qui ai des linges sales. Donc lavons-les en famille pour Des que tout fois, le il ne monde faut pas sache. encourager certaines attitudes. On Voilà. peut vous convoquer une fois, 2 fois, mais après, quand vous vous rendez compte que c'est une habitude, ben, ne le faites pas. tout N'y allez simplement. pas tout simplement. N'y allez Moi, pas. je suis d'accord. Après, on peut prendre ça comme on veut, mais il y a des façons de faire, il y a des routines qu'on peut briser de façon brutale. Voilà. D'accord. Vous vous rendez compte que là où la personne est en train de nous conduire, là, ce n'est pas la destination que je veux pour notre couple. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'encourage parfois à être un peu rude. Et ça permet de créer des déclics. Et l'autre se rend compte à partir de ce moment-là que ça, ce n'est pas une attitude dans laquelle je vais l'accompagner. Et ce n'est pas ça être insoumise. Ce n'est pas ça être irrespectueuse. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez et vous voulez amener votre partenaire à ne pas vous conduire là où vous n'êtes pas censé partir. Donc ça, ce n'est vraiment pas des choses dans lesquelles on rentre. C'est par exemple quand la personne a une façon de s'adresser à vous et qui devient une routine, mais attirez son attention là-dessus. Et dites-lui clairement, il y a des choses qui sont inacceptables. C'est inacceptable. Et c'est à vous maintenant de taper sur la table par rapport à ça. Et une fois que ça c'est réglé, les choses rentrent dans l'ordre. Donc apprenez à vous faire respecter. Ça, ce sont des éléments assez importants. En tout cas, merci beaucoup, coach Yoman. Franchement, coach éthique, on pourrait passer toute la journée à vous J'ai écouter. même pas pu poser une seule question. Oui, il y a Pourtant, tellement de j'avais choses noté à dire. plusieurs questions. Mais je il savais répond, pas. il répondait, il oui, répondait au au fur et à fur et à mesure. mesure, naturellement dans le truc. À répondre à toutes nos Merci à vous. préoccupations. Je vous en Franchement, prie, nous je avons vous en prie. apprécié ce temps d'antenne avec vous. On en a appris un tout petit peu plus sur la routine, sur les tue l'amour et surtout sur comment se réinventer dans le couple, surtout avec la méthode des 3 H, humilité, humour. Humour et et humanité. Humanité. Voilà, c'est très Moi, c'est important. Moula et maîtrise. Je pense que c'est des choses qu'on doit apprendre à pratiquer dans nos différentes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses ou même familiales, d'ordre familial. C'est très important être humaniste, être humble, être quelqu'un de jovial qui sait Jovial, toujours oui. arracher le sourire aux gens. On ne vous oublie jamais quand c'est comme ça et on se C'est rappelle vrai. toujours en bien de vous. Ouais. Et donc, je pense que les 3 H là, c'est quelque chose qu'on va Appliquer appliquer tous, un peu partout aujourd'hui. Bah, écoutez, merci en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur ce Je plateau vous en prie. et Merci. à nous revoir très bientôt pour Oui. d'autres Très vite. sujets, ma foi, palpitants et Bien sûr. intéressants. Avec plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, malheureusement, comme j'aime à le dire, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes obligés de raccrocher le micro ici pour mieux se retrouver à partir de demain sur le canal 208 du bouquet Canal+. Ainsi marque donc la fin de OPLC pour ce numéro. La suite sur notre programme, antenne du bien sûr. programme, il y aura Anas Rivinge sur le coup de 13h, mais avant, vous aurez le flash d'informations. Et puis après, une très belle playlist qui vous attend. Donc, je vous somme de rester connectés. Sur ce, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur vous localise. C'était Bye OPLC sur Reflet TV. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Alors, justement, je souhaiterais savoir, est-ce que vous avez une